Il y a une situation presque universelle dans notre vie de tous les jours. Une sensation très très spécifique qu'on ressent tous face à l'accumulation. Ouais, cette fameuse paralysie devant la montagne de choses à faire. Exactement. Tu sais, c'est ce moment précis où on regarde une boîte de réception numérique avec, je sais pas, 300 emails non lus. Et là, dedans, l'urgence absolue d'un collègue est littéralement enterrée sous une avalanche de newsletters ou de pubs inutiles. Et ça marche aussi dans le monde physique, hein. La fameuse pile sur le bureau. Ah oui, la pile de la culpabilité. Celle qui mélange des factures, des post-it illisibles, des courriers administratifs, bref. Lors de notre précédente exploration, on avait mis la lumière sur la phase de collecte. Donc le fait de rassembler tout ce chaos en un seul point d'entrée. Et c'est déjà une victoire en soi de tout rassembler. Grave. Mais le problème, c'est qu'une fois que tout est là, réuni devant soi, l'angoisse ne disparaît pas vraiment. En fait, elle se transforme. On se demande tous comment traiter cette masse sans céder à la panique. Donc aujourd'hui, on plonge dans une étape vraiment cruciale pour la suite. La clarification. Voilà. Ok, décortiquons tout ça. C'est quoi exactement l'enjeu ici? Parce qu'on ne parle pas de faire tout le travail d'un coup, on est d'accord. Non, ah non, pas du tout. C'est une distinction fondamentale en fait. La mission de cette étape, ce n'est pas l'action. C'est vraiment l'évaluation. L'évaluation, d'accord. Ouais. L'amas d'informations qu'on a collectées, il crée une surcharge cognitive tout simplement, parce que le cerveau y voit des dizaines de menaces potentielles. Il ne sait pas ce que c'est, donc il stresse. L'objectif de la méthode qu'on analyse aujourd'hui, c'est d'apprendre à neutraliser cette menace. En transformant le flou en quelque chose de clair. Tout à fait. Il s'agit de transformer des éléments bruts qui génèrent de l'anxiété en engagement hyper clair. On passe d'une position où on subit le flux à une position où on le maîtrise. Mais alors, avant même de se demander ce qu'on fait avec ces papiers ou ces emails, le texte insiste lourdement sur la manière dont on les aborde. Et pour le coup, c'est super contre-intuitif. Ah ben ça va complètement à l'encontre de nos habitudes, ouais. Bah oui, parce que notre instinct naturel face à une pile, c'est de piocher. On survole, on cherche le truc le plus facile à traiter pour se donner l'impression d'avancer, ou à l'inverse, on se fait happer par l'email le plus stressant. Mais là, la discipline imposée est stricte. Très strict. On traite de haut en bas, un seul élément à la fois. C'est ça. Moi, j'aime bien comparer ça à un tapis roulant industriel. Si tu t'arrêtes pour regarder ce qui arrive 10 mètres plus loin sur le tapis, ou si tu remets une pièce en arrière, toute la chaîne déraille. C'est une excellente analogie. Il y a un principe d'égalité absolue du traitement. Attends, d'égalité absolue. Ouais. Que le premier élément sur la pile soit un vieux ticket de casse inutile ou un contrat à 1 million d'euros, tu dois l'évaluer avec la même rigueur, de manière séquentielle. Mais c'est fou ça, on a tellement envie de trier par priorité. Je sais, mais si tu essayes d'évaluer la priorité de toute la pile d'un coup, tu vas devoir tout lire, tout analyser. Et c'est exactement ça qui provoque l'épuisement mental. Ah ouais, c'est hyper logique en fait. Et il y a une autre règle qui m'a marquée, encore plus dure. Une fois qu'on a pris un élément en main, on ne le remet jamais dans la boîte d'entrée. Jamais? C'est interdit? Mais c'est hyper angoissant. Imaginons que je tombe sur un rapport de 50 pages ou un problème juridique compliqué. Je dois décider de son sort là, tout de suite, à la seconde. Alors c'est là qu'il y a une subtilité. Et ce qui est fascinant ici, c'est la définition du mot « décider ». Ah, dis-moi en plus. Décider du sort d'un élément, ça ne veut pas dire résoudre le problème sur le champ. Tu ne vas pas lire les 50 pages maintenant. Ça veut juste dire décider de ce qu'est cet élément. D'accord, je vois la nuance. Si tu te dis « j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce truc juridique », le fait d'avoir besoin d'y réfléchir, c'est ça la décision. Du coup, tu ne le remets pas dans la boîte d'entrée avec le reste du bazar. Tu le déplaces dans un dossier en attente ou une liste spécifique. Pour casser le cycle en fait. Exactement. Ce qu'on évite, c'est le syndrome de l'aller-retour perpétuel qui crame notre énergie mentale. La fameuse lassitude de décision. Oui, on en a tous été victimes de ça. Tu ouvres un email, tu ne sais pas trop quoi répondre, tu te sens un peu mal à l'aise et paf, tu le marques comme non lu pour plus tard. Et le lendemain, tu vas refaire exactement la même chose. Tu vas le rouvrir, ressentir le même malaise et reperdre la même énergie. Le simple fait de décider qu'un truc va à la poubelle, c'est une décision qui libère l'esprit. Bon, alors on a notre élément en main. On refuse de le reposer au même endroit. Et là, il faut se poser l'unique question qui compte. La question magique du livre. Quelle est l'action suivante? Ou la prochaine action. Et c'est là qu'il y a un piège énorme. L'action doit être physique. Physique et visible. Parce que souvent, on écrit des trucs sur nos listes de tâches qui ne sont pas des actions. Organiser la réunion, c'est pas une action physique? Exactement.
Prenons un exemple bête du quotidien. On écrit contrôle technique sur un post-it et pendant des semaines, notre œil passe dessus, on ressent une micro-résistance et on ne fait rien. Parce que faire le contrôle technique, ça n'existe pas dans le monde physique. Voilà, l'action physique, c'est chercher le numéro du garage sur Internet ou bien appeler mon frère pour lui demander l'adresse de son mécano. Et on sous-estime tellement l'énergie que le cerveau dépense pour éviter ce tout petit effort de traduction. Tant que le brouillard logistique est là, par pure flemme cognitive, le cerveau procrastine. C'est dingue. L'auteur cite d'ailleurs Robert Fulghum là-dessus. Faire une chose claire et nette, avec un début et une fin, ça équilibre complètement la complexité de la vie. Ne pas définir l'acte physique, c'est la recette garantie pour procrastiner. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand on a entre les mains un truc qui ne demande strictement aucune action? Faut quand même pas culpabiliser de ne rien faire. Ah ben surtout pas. Pour tous ces éléments non concrétisables, il n'y a que 3 destins possibles. Le premier, c'est mon préféré. La poubelle. La poubelle, le soulagement suprême de jeter. L'auteur donne l'exemple d'un dirigeant qui a dû se mettre à un vrai régime informationnel face à ces milliers d'emails. Il y a d'ailleurs cette citation géniale de Stephen Baynes dans le livre. Il dit qu'avoir une boîte mail qui déborde de trucs à lire ou à trier, c'est comme être un moustique dans un camp de nudistes. C'est ça. On est paralysé par l'embarras du choix, on sait qu'il y a des choses à piquer, mais on ne sait pas par où commencer. Donc jeter, ça sauve la vie. Bon, la poubelle, c'est facile, mais la deuxième option... L'incubation, c'est la catégorie « un jour peut-être Ah oui, les fameuses envies de prendre des cours d'aquarelle ou un tract pour un festival dans 3 semaines. ». Voilà. Tu gardes l'idée, mais tu la sors de ton champ de vision immédiat pour ne pas la polluer. Et la troisième option, c'est la référence. Tout ce qui est purement informatif. Et là, alerte rouge, parce que la référence, c'est très souvent un trou noir. On a tous en dossier à lire ou archive sur l'ordinateur où on jette des documents au hasard. Et on ne les retrouve jamais. Exactement. Si le classement n'est pas hyper intuitif, ça devient un cimetière d'informations. Si l'on relie cela au contexte global de la méthode, le maintien d'un système de référence propre et d'une poubelle qu'on vide souvent, c'est ça qui empêche l'esprit de s'anesthésier. Bon, alors, on a évacué la poubelle, les archives et les rêves lointains. Restent les trucs qui demandent une vraie action. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a cette règle d'or pour la gestion du temps. La fameuse règle des 2 minutes. Oui. Si l'action suivante prend moins de 2 minutes, il faut la faire instantanément. Pas la noter, la faire. Lire un petit email, répondre juste par oui ou non, classer un papier rapide. C'est un principe mathématique hyper puissant. L'ouvrage parle de ce vice-président d'une boîte de logiciels, tu te souviens? Oui, qui a gagné un temps fou. 1 heure par jour. 1 heure de temps libre par jour, juste en appliquant cette règle des 2 minutes pour approuver ou commenter les trucs de son équipe au lieu de les mettre dans une pile à traiter. Bah, le rendement est implacable. Le temps que tu vas passer à lire l'email, à le classer dans un dossier à faire, à le noter sur ta liste et à le rouvrir le lendemain, t'as déjà perdu 3 minutes. Alors que la réponse en prenait une seule. C'est clair. Mais du coup, si ça prend plus de 2 minutes, on fait quoi, hein? On abandonne? Ah non, là, 2 nouvelles voies s'ouvrent. Soit tu diffères, donc tu places l'action sur une liste action suivante pour plus tard, soit tu délègues. Et déléguer, on a souvent l'impression que c'est un truc de manager, que c'est réservé au chef. C'est une erreur classique de penser ça. Déléguer, ça veut juste dire que l'action dépend de quelqu'un d'autre. Si tu envoies un email au service client parce que ta box internet est en panne, tu délègues. Ah ouais, vu comme ça. Si tu demandes à ta conjointe ou ton conjoint de vérifier une date pour les vacances, tu délègues. L'idée, c'est de sortir ça de ta tête et de le mettre sur une liste en attente. D'accord. Donc on vide la boîte, on jette, on fait les micro-tâches de 2 minutes, on délègue, on reporte. Et on pourrait croire que c'est fini. Mais par moment, on tire sur un tout petit fil, une toute petite action, et on se rend compte qu'on a réveillé un monstre. Les fameux projets cachés. Oui, l'auteur a une définition super précise du mot « projet ». Et ça m'a pas mal bousculé. Un projet, c'est tout résultat que tu veux atteindre et qui nécessite plus d'une seule action. Plus d'une action, c'est fou. Si j'ai noté « soirée de levée de fonds » et que mon action suivante c'est « appeler Marie », appeler Marie, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Exactement. Le vrai projet à noter quelque part, c'est mener à bien la levée de fonds. Ça change tout de voir les choses comme ça. Parce que si on compte tout, du dîner d'anniversaire à organiser, jusqu'au changement des pneus de la voiture, l'esprit humain gère une quantité de trucs hallucinante. Le livre dit qu'une personne normale gère entre 30 et 100 projets en même temps.
Et ouais, entre 30 et 100. Et cela soulève une question importante sur notre rapport à la culpabilité. C'est ça. Savoir qu'on a 100 projets en fond de tâche, ça déculpabilise totalement. On n'est pas paresseux ou désorganisé, on est juste des êtres humains qui essayent de jongler avec 100 balles en même temps sans avoir de panier pour les ranger. Et on a souvent du mal à voir nos problèmes personnels sous cet angle. Tu vois, par exemple, si tu as un conflit, le prof de mon fils m'insupporte. Ça tourne en boucle dans ta tête. C'est épuisant. Mais si tu le transformes en projet objectif, améliorer les relations avec l'école, et que tu cherches la prochaine action physique, par exemple, envoyer un mail pour demander un rendez-vous, boum, tu désamorces l'anxiété, tu nommes le chantier. Nommer les choses pour les rendre gérables. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Bah, que traiter ces informations, ce n'est surtout pas passer à l'action de manière frénétique. Pas du tout. C'est prendre un amas informe, ce fameux cloaque de la boîte de réception, et le traduire en engagement précis envers soi-même. En gros, notre boîte d'entrée, que ce soit les mails ou le bac à courrier, c'est une station d'aiguillage. Ce n'est pas une unité de stockage. C'est exactement l'idée. Et d'ailleurs, ça pousse à une réflexion encore plus profonde. Vas-y. Si on devient des maîtres pour clarifier nos emails, nos notes administratives, en définissant à chaque fois l'action suivante, imagine comment cette rigueur pourrait transformer d'autres aspects de nos vies. Tu penses au conflit émotionnel? Absolument. Nos relations personnelles. Si on appliquait cette méthode de clarification, cette habitude de toujours définir concrètement le problème et l'action physique pour le résoudre face aux zones d'ombre de notre esprit, quelle sérénité on pourrait atteindre, tu imagines? C'est super puissant comme perspective. Traiter ces blocages internes avec la même clarté qu'une to-do list. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.